Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Patrice Talon pour 5 ans encore. Le duo Patrice Talon-Talata a été proclamé vainqueur des présidentielles du 11 avril 2021 par la Cour constitutionnelle. C'était en début de semaine. Une proclamation qui vient clore cette séquence des élections, de l'élection présidentielle en attendant la prestation de serment pour le 23 mai. Ce sera d'ailleurs le premier sujet de notre duel de ce matin. Ensuite, il se susurre ici et là. Le gouvernement est en prise avec quelques accusations de chasse systématique aux opposants. Est-ce que ces accusations sont justifiées ou est-on toujours dans une sorte de fuite en avant de cette opposition qui se refuse à reconnaître la réalité? Nous allons discuter de ces deux sujets avec un habitué de nos plateaux, Antoine Adoukonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Vous semblez être en pleine forme ce matin. Très bien. Très bien. Abdoulaye Hamzat, il préfère qu'on le présente comme analyste politique, politologue. Bonjour monsieur Xavier, bonjour téléspectateurs, je me porte super bien. Voilà, c'est la seconde fois que vous participez au duel de dimanche c'est politique. L'autre fois c'était dans un autre contexte, on se souvient bien. Alors, la Cour constitutionnelle a proclamé ses résultats définitifs. Patrice Talon, vainqueur, donc il sera notre président pour les 5 prochaines années. Pas votre lecture, parce que la décision de la Cour constitutionnelle est sans recours. Donc, Patrice Talon, comment vous voyez cette réélection, ce plébiscite d'une partie importante des Béninois pour les 5 prochaines années? Alors, la réélection de Patrice Talon s'est faite sur des principes qu'on sait tous déjà, notamment le parrainage qui fut très controversé. Mais au-delà de tout ça, l'élection a eu lieu le 11 avril et l'élection a donné les résultats qu'on a eu à voir déjà à travers la proclamation par la Commission électorale nationale. Et ensuite, ces résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Vous venez de le dire, la décision de la Cour constitutionnelle est souvent sans recours, surtout en matière. Est sans recours. Est sans recours Pas en matière, souvent parce que on peut parfois voir des candidats entre deux résultats, entre celui de la Sénat et celui de la Cour constitutionnelle, faire éventuellement des réclamations. Donc, aujourd'hui, cette décision de la Cour constitutionnelle, je vais dire, cette proclamation de la Cour constitutionnelle a déjà, traduit ce qu'on sait déjà tous. On sait déjà tous que Patrice Talon était parti pour gagner cette élection, vu qu'il n'avait pas véritablement de concurrent à sa taille. Et quand on parle de concurrent, bien sûr, je ne vais pas citer des noms, mais quand vous prenez l'échiquier politique béninois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des ténors de la politique qui n'ont pas pu participer à cette élection. Donc, je trouve qu'à la fin, Patrice Talon est réélu, mais je pense que le goût de cette victoire devrait être mi-amer, mi-mielleux aussi. Non, je crois que ce qui est important, les résultats définitifs sont donnés par la Cour et nous autres, on regarde devant. Je ne voudrais pas encore... Vous autres qui? Oui, le peuple béninois qui a réélu son chef n'attend que le travail que le chef va faire. Le peuple ne pense plus au parrainage, ne pense plus à des ténors qui n'ont pas pu participer, etc., etc. Non, ça, le peuple aujourd'hui, en votant à près de 86% pour la réélection du président Patrice Talon, me donne d'abord une première leçon, et une leçon qui doit pouvoir interpeller nous les acteurs politiques. Le peuple a démontré en fait que lorsque un chef
lui a été loyal et fidèle, qu'il va lui retourner l'ascenseur. La réélection du président Patrice Talon est due au simple fait de ses actions, le travail qu'il a fait. Ce peuple-là, malgré toutes les manipulations possibles, contenté nos vis-à-vis de faire, a compris que, en fait, il a pu avoir de l'asphaltage, qu'il a pu avoir de l'eau, qu'il a pu avoir de l'énergie, de l'électricité, que le délestage, on ne le vit plus comme ça, que la gouvernance du pays a pris un autre cap. Et c'est pour matérialiser tout cela que nous nous sommes trouvés devant les 86%. Et donc, ce peuple n'est plus dans la logique de ressasser le passé, mais c'est un peuple qui veut regarder devant. Et c'est pourquoi je dis que tout ce qui s'est passé, c'est derrière nous. Le développement, ça y est, et ça y est effectivement. Le développement, ça y est. Le développement, ça y est, comme le dit mon confrère. Le développement, ça y est, mais quand on dit que le développement y est, c'est qu'il n'est pas encore. Oui, avant qu'on y aille, je voulais vous poser une question. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des ténors, qu'il y avait des ténors qui manquaient. Et à quoi vous, comment je vais dire, à quoi vous jugez de ceux qui peuvent aller, ceux qui sont de taille à concourir face à Patrice Talon ou pas? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour les déterminer, ou bien c'est parce que certains sont putativement, comment on va dire, putativement désignés pour aller à ce type de combat et d'autres non? Bien sûr, vous le dites, il y a certains qui se désignent tout seuls déjà parce qu'ils sont très actifs sur le terrain politique et aussi sur le terrain social, bien avant même les élections. Et à la base de ces actions, à la base de ce qu'ils font sur le terrain, on peut dire que ces gens, ça sont des ténors. Mais ça ne suffit pas, parce que être ténor, c'est sur certains critères qu'on peut juger politiques, entre autres, et aussi liés aussi à l'activité régulière de la personne. Donc, ces ténors, comme je le disais, aujourd'hui, ils n'ont pas pu participer à ce combat, à cette bataille. Qui, par exemple? Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut regarder vers l'avant. Il faut effacer ce qui s'est passé, donc, et repartir sur de nouvelles bases. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Parce que à force de se tirer sur ce qui s'est passé ou sur ce qui ne s'est pas passé, eh bien, je pense qu'on va s'embourber dans une crise politique qui demeure, qu'on doit déjà régler aussi. Donc, il faudrait. Donc, comment vous voyez la suite? Alors, l'élection de Patrice Talon, c'est un challenge, c'est un défi, c'est un boulevard. C'est vrai que durant les 5 précédentes années de sa mandature, il a réalisé beaucoup de choses. Il a parlé d'asphaltage, il a parlé aussi d'œuvres sociales et autres. Mais souvent, le bilan d'un président est chamboulé. Si aujourd'hui Patrice Talon est élu, comme vous le dites, à 86%, et comme l'a confirmé la Cour constitutionnelle à 86%, il y a une donnée qui ne doit pas nous échapper. Et c'est ça l'objectivité. La donnée qui ne doit pas nous échapper est liée au taux de participation, controversé. D'une part par les OSC. La Cour constitutionnelle a réglé ce débat aussi. La Cour constitutionnelle a réglé ce débat, mais le problème demeure. Parce que quand on est élu à 86%, il faut être légitime. Et la légitimité s'octroie justement par le taux de participation. 50%, écoutez, pour une démocratie comme la nôtre, pour une élection présidentielle, écoutez, on ne va pas fêter pour ça. Donc, le challenge, il est énorme. Le boulevard, il est vaste. Tout dépendra de son programme. J'ai eu le temps de feuilleter le programme de société du duo Talon-Talata. Et il faut dire que c'est une continuité de ce qui s'est déjà fait sur ces 5 ans. C'est une continuité sur ce qui n'a pas été fait. Donc, évidemment, c'est le peuple qui va juger par rapport à ce bilan, puisque le bilan est le boulet du président. Voilà, juste sur cette question. Non, je crois que la question de la légitimité, telle que mon analyste l'a définie en le reliant au taux de participation, doit être relativisée. La légitimité n'est pas liée au taux de participation. La légitimité est liée à 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est la loi.
le processus se déroule normalement comme les règles électorales l'ont prévu. Et deuxième élément, le pouvoir obtenu par les jeunes. C'est ça la légitimité. Et dans le cas d'espèce, les deux conditions sont réunies. Donc le pouvoir de Patrice Talon est bel et bien légitime. C'est vrai que on aurait souhaité avoir plus de 50% de taux de participation. Mais il ne faut pas apprécier les éléments en les sortant de leur contexte. Dans quel contexte on a fait les élections? Il faut voir les éléments éventuels, potentiels qui peuvent freiner le taux de participation. On ne va pas refaire le débat du taux de participation. Non, parce que entre autres éléments, il faut voir la peur que nos détracteurs ont vendue. Il faut voir les casses qui ont été opérées dans certains arrondissements du centre pour pouvoir alarmer que les élections ne pourront pas avoir lieu dans la paix. Tous ces éléments ont contribué à ce que on ait ce taux de participation. Bien au contraire, il faut féliciter ceux qui ont eu le courage dans cet environnement de sortir pour aller exprimer leur vote. Je pense que c'est ça qu'il faut faire au lieu de penser que ce taux ne rend pas la légitimité. Voilà. Nous allons passer au second sujet. Donc depuis quelques temps, vous l'avez sûrement entendu, au lendemain de sa victoire, le président de la République disait de façon formelle et de façon très claire que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la tentative de déstabilisation que nous avons connue pendant la période préélectorale répondraient de leurs actes. Donc il s'en est suivi des actions dont tout le monde a pu être témoin. Maintenant, depuis quelque temps, on a eu cette semaine, il se suit ici et là des accusations de chasse aux opposants. On a eu Maître Robert Dossou sur RFI récemment et ensuite la réponse du directeur de la communication de la présidente de la République, Léandre Hongwedi. Comment déjà vous voyez tout cela, tout ce qui se dit? Comment vous appréciez? Est-ce que pour vous ce sont des accusations justifiées ou on est toujours dans la question, est-ce que c'est justifié ou on est dans une fuite en avant? Alors moi, j'aimerais pas qu'on reste dans le déni tout le long de cet échange, de ce débat, parce que c'est la suite de ce qu'on disait. J'ai évoqué tout à l'heure la légitimité. Je ne conteste aucune légitimité, mais je dis la question de la légitimité se pose à partir du moment où justement on a un taux de participation qui équivaut à 50%, ce qui n'est pas le meilleur taux pour une élection présidentielle au Bénin. Alors, par rapport à la question justement de cette justice qui s'est, je vais dire, accaparé de certains dossiers, je vais dire, liés aux manifestations préélectorales et durant les aux violences, c'est pas des manifestations. À la base, c'est des manifestations et oui, après, ça a dégénéré. Oui. Ça pose un problème. Cela voudrait dire qu'il existe un problème politique et social au Bénin. On ne doit pas le nier. On ne doit pas faire ce déni. Faire ce déni de jugement, c'est ne pas du tout être objectif. Ensuite, est-ce qu'il y a réellement une chasse aux opposants? Alors ça, c'est les spécialistes du droit qui vont nous répondre. Même si les spécialistes du droit aujourd'hui au Bénin sont silencieux, la majorité des spécialistes sont silencieux. Et quand quand un avocat comme Maître Robert Dossou qui est, je vais dire, qui détient plus ou moins une sorte de science infuse, entre griffes, je le dis parce qu'il n'y a pas de science infuse. Sur RFI, on peut se dire quand même qu'il est avocat de deux indexés dans cette série, de Joël Aïvor au-delà du fait qu'il représente justement ses clients, il s'est basé sur des faits pour s'exprimer justement en disant qu'il y a une chasse aux opposants au Bénin. Il s'est basé sur des faits. Ces faits ne sont pas que propres à lui, ces faits
existe, c'est la réalité. Puisque récemment encore, le secrétariat des États-Unis le département justement d'État des États-Unis a émis un communiqué dans lequel il dénonçait justement aussi ce genre de... Bon, il ne dénonçait pas. Il ne dénonçait pas. C'est une dénonciation qui est plus proche peut-être d'un appel du pied pour relativiser les choses sur le terrain. C'est un appel du pied au gouvernement, forcément. Et aussi à la justice béninoise. On se pose la question de savoir est-ce que cette justice, elle est vraiment indépendante comme cela se devrait, puisqu'on sait qu'à la base, la justice est basée sur 3 principes. D'abord, la justice est un principe moral, avant d'être le respect des lois, et ensuite d'être une institution. Donc on se demande, est-ce que ce pouvoir judiciaire qui est censé être séparé du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif est vraiment libre et indépendante, vu que ceux qu'on cible généralement sont classés sous la bannière des opposants. Cela ne voudrait pas dire que la justice n'a pas arrêté un temps des gens proches du pouvoir. Non, mais cela voudrait dire qu'il y a une certaine recrudescence, c'est-à-dire un certain acharnement de la justice justement vers cette partie de la classe politique. Mais il y a une nuance. Quand on parle de la justice, il ne s'agit pas en fait des appareils qui existent, mais plutôt de la criette, qui a une couche spéciale justement créée pour ce genre de choses. Donc c'est pas l'appareil de la justice entière qui est prise à défaut, qui est attaqué par les spécialistes du droit comme Maître Robert Dossou. Pas vraiment, mais c'est plutôt la cour spéciale créée justement qui c'est un fait, c'est une réalité. Donc c'est plus contre cette partie, je vais dire, spéciale de la justice béninoise, contre qui beaucoup dénoncent donc vous voyez qu'il y a acharnement. L'acharnement existe, c'est un fait. On ne peut pas le nier. Chacun dans sa position fait ses analyses. Je voudrais d'abord faire remarquer que dans le code pénal, ou bien le code de procédure pénale, pour être plus précis, on n'a jamais parlé d'opposant ou de mouvancier. Le code parle de mise en cause. Donc pour moi, les gens qui se retrouvent devant le procureur spécial de la Criette ou bien devant un juge d'instruction sont des gens sur qui pèsent des soupçons. On n'a pas mis les gens là-bas parce qu'ils sont des opposants, puisque les opposants, il y en a encore plein dans le pays. Donc, ce n'est pas une razzia qu'on est en train de faire pour les opposants, mais c'est des gens qui, dans des dossiers, il y a des soupçons qui pèsent sur eux. Évidemment, toute cette procédure, elle est prévue par la loi. Le juge d'instruction, si le juge utile dans la procédure de décerner des mandats, il peut le décerner. Des mandats d'amener, des mandats de dépôt, etc., etc. Parce que dans la procédure, il estime que j'en ai besoin. Mais être sous mandat, fut-il de dépôt, ne signifie pas qu'on est condamné. On n'est pas condamné. Il y aura la phase de jugement. Donc tous ceux-là qui ont été pris bénéficient de la présomption d'innocence. Et évidemment, quand vous lisez le communiqué des États-Unis, le communiqué n'a fait référence que à la garantie qu'on leur donne en termes de présomption d'innocence. Le communiqué n'a jamais dit non, c'est des opposants qu'on a de ne pas prendre les gens. Le communiqué n'a jamais dit ça. D'accord? Donc, ce qui préoccupe les États-Unis, en fait, préoccupe tout le monde, y compris moi-même qui parle. Nous n'allons jamais souhaiter que devant le tribunal, ou bien lorsque les gens sont convoqués par le parquet, qu'on les emprisonne, qu'on les condamne juste parce qu'ils portent la casquette de l'opposition. Parce que l'opposition, c'est pour tout le monde. Celui qui est dans la mouvance aujourd'hui, demain, il est appelé à être opposant. Et vice-versa. Donc, nous ne pouvons pas cultiver cela pour dire que parce qu'on est opposant, une fois qu'on est dans une procédure judiciaire, c'est qu'on sera condamné. Mais aujourd'hui, le vrai problème,
c'est la question de la présomption d'innocence. Et je pense qu'ils en bénéficient. Laissons la justice faire son travail et on verra la suite. Mais d'ores et déjà, je voudrais que tout le monde le comprenne. Nous ne pouvons pas continuer dans la pagaille. Oui, on va revenir à cette séquence. Ce que je ne voulais pas vous interrompre, je vais le faire quand même. On parle de ce communiqué du département d'État. Ce communiqué pointe quand même quelque chose. L'information régulière qui doit être, ce communiqué dit exactement, si nous prenons au sérieux les allégations de terrorisme et d'incitation à la violence, le peuple béninois mérite d'être régulièrement informé de l'état d'avancement de ses affaires. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de pertinent? Parce qu'on a découvert dans la presse, par exemple, que certains ont été mis sous mandat de dépôt sans plus d'informations des faits, des qualificatifs, de pourquoi ça a été fait. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Oui, je pense que nous devons jouer avec la patience. Parce que si vous prenez le cas de l'arrestation de Mme Ricky Amadougou, vous avez vu le même jour où il a été arrêté, le procureur spécial de la Criette a émis un communiqué pour dire que demain, qu'il fera une conférence de presse. Effectivement, quand il a fait la conférence de presse, tout le monde a compris que c'était nécessaire qu'on le mette quand même quelque part d'abord. Donc, certainement, je crois que ce communiqué ou bien ces informations vont venir parce que ça dépend de la nature de chaque enquête. Peut-être que ce qu'on est en train de prendre maintenant, les mobiles pour lesquels on les prend, il y en a d'autres qui sont encore sous ces mobiles et qui ne savent pas que, en fait, par exemple, c'est à cause de ça qu'on arrête les gens. Donc, le procureur ne peut pas donner l'information sans qu'il n'a pas fini de faire son travail. Donc, ce qui est sûr, c'est vrai que ça tarde, mais ça va venir parce que le procureur finira par dire, par exemple, pourquoi un joueur à Ivoire a été arrêté. Donc, il faut qu'on joue un peu avec la patience. Je suis d'accord avec le communiqué que c'est un peu pertinent, mais on va jouer sur la patience et demander aussi au procureur spécial de la Criette de faire diligence pour pouvoir lever l'équivoque, pour que l'on comprenne. Mais on sait déjà que qui ne sait pas au Bénin ici que les joueurs à Ivoire sont en affront avec la loi. Qui ne sait pas ça? Et quand vous êtes en affront avec la loi dans la République, c'est sûr que vous devez vous attendre à des représailles de la part de la justice, de l'État. Voilà. Je reviens à vous. Une question essentielle. Est-ce qu'il est normal et légitime dans un État de droit, dans un pays qui se respecte, que l'État mette en griffe des fauteurs de troubles, on peut le dire comme ça, des personnes, des personnalités, qu'elles soient publiques ou non, qui ont eu d'une manière ou d'une autre concouru au climat de violence qu'on a connu? Est-ce qu'il est légitime que l'État les mette devant leurs responsabilités? L'État n'a pas de rôle à jouer. C'est ce que je disais en début de l'émission. Je disais que il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Et la justice doit être libre. La justice doit être en mesure d'opérer seule ses décisions de façon complètement autonome et indépendante. Ça, c'est le principe. Ensuite, pour rebondir sur ce que mon confrère vient de dire, mais taxer les gens de ces gens ou de certains, ça a une connotation négative. Déjà, vous allez le voir, c'est dans l'opinion collective aujourd'hui. Déjà, je vais être sûr de comprendre ce que vous dites. Je suis en train de dire, on juge les gens avant qu'il y ait le véritable jugement. Non, on va y arriver. Je vais être sûr de comprendre ce que vous dites. Ce qu'on a indexé, si les services compétents de l'État, on va dire en griffe, les forces de défense et de sécurité, avec tout l'appareil, renseignement, avec tous les grands moyens d'enquête, ont intercepté, ont des preuves palpables que X ou Y ont été à la base
ont fomenté en sous-main des violences qu'on a pu connaître avant les élections. L'État devrait croiser les bras et laisser la justice faire quand la justice voudra, ou est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de l'État de prendre les devants? Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Oui. En démocratie, le principe de la séparation du pouvoir existe. Et comme vous le dites, c'est pas de cette façon que ça se passe. Il y a les magistrats qui sont chargés d'engager les poursuites, qui jouent leur rôle. C'est le principe de la séparation au sein même de la justice. Ensuite, il y a les juges d'instruction qui n'ont pas pour rôle d'accuser qui que ce soit. Le juge d'instruction, son rôle, c'est juste d'instruire le dossier, de faire les enquêtes, de comprendre ce qui s'est passé. Et enfin, nous avons les juridictions de jugement qui interviennent à la fin. Ce sont eux qui détiennent le seul pouvoir de juger les personnes dont vous parlez. Alors, tout à l'heure, il a parlé du procureur spécial de la Criette et tout ça. Oui, il est dans son rôle, le procureur spécial. Il est absolument dans son rôle de procureur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au Bénin, on ne confond pas le rôle du juge d'instruction avec celui du procureur de la République? C'est la question qu'on doit se poser. Et dès que cette question se met à être posée, eh bien, on peut se dire que cette justice est en train d'être politisée. Ça ne date pas que du Bénin. On a vu dans d'autres pays où, quand le pouvoir est en place, la majorité a une certaine influence sur la justice. Mais on doit pouvoir se départager, se séparer justement de ces pratiques. Parce que politiser la justice, c'est pas rendre une justice équitable. Les principes sacrés de la justice, c'est d'abord l'équité pour toute personne. Parce que quand quelqu'un est mis en cause dans une affaire, il jouit de la présomption d'innocence. Mais aujourd'hui, on est présumé innocent, mais on est enfermé tout de même. C'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce que notre justice est réellement libre de ses choix? Est-ce qu'elle n'est pas instrumentalisée quelque part? Oui, je crois que j'ai l'impression que il y a toute une confusion dans les débats, et je l'observe également dans les explications de mon alter ego, M. Abdoulaye. Je crois que d'abord nous devons reconnaître que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas un principe d'antagonisme des pouvoirs. Ce n'est pas que les pouvoirs se font dos et ne se regardent pas. C'est pas ça. Il n'existe pas en fait plusieurs pouvoirs. Il existe un seul pouvoir assis sur plusieurs fonctions. Moi, je parle beaucoup plus de la séparation des fonctions du pouvoir. La justice ne fait pas un travail sans regarder son entourage, sans voir ce que vit la société. Parce que, en fait, l'action publique appartient à la société et qui devait l'utiliser en fait pour déclarer la culpabilité des gens qui font mal à la société. Et tel que c'est organisé, cette action publique, elle est exercée par le ministère public, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des magistrats, y compris le procureur, qui sont dans les tribunaux pour faire requérir la loi vis-à-vis des gens qui se seraient sortis hors de la loi. Ainsi défini, lorsque dans un pays, quelqu'un se lève pour aller brûler la maison d'un député. On appelle ça du vandalisme. Attends. Allons par l'exemple. Allez-y. Parce que lorsque dans un pays où il y a une loi électorale et les instances qui doivent apprécier le déroulement du scrutin ont donné leur accord de principe, c'est-à-dire que la CEDA n'a pas dit je ne peux pas, la Cour n'a pas dit que ça ne peut pas avancer, et il n'y a aucun frein, et que malgré cela, des individus se lèvent pour entrer dans le vandalisme, comme vous le dites, aller brûler la maison d'un député, couper les voies inter-États pour empêcher la libre circulation
des personnes et des biens, et que l'État, dans son rôle de garantir la sécurité, la libre circulation des personnes, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que l'État croise les bras pour dire, bon, parce qu'il y a principe de la séparation? Non. Au fait, la séparation ici, telle que c'est fait, vous savez que le procureur, il est sous l'autorité du ministère de la Justice. Donc ce n'est pas une séparation en termes d'antagonisme, comme je vous le dis. Le procureur, il est sous l'autorité, il travaille, c'est-à-dire que si le gouvernement fait ses enquêtes, il voit qu'il y a problème, il doit informer le procureur. Et le procureur, il prend ses responsabilités. Et dans son travail, au fait, lui, il fait ce qui concerne la poursuite, la décision de poursuivre. Et là, quand il finit, il transmet le dossier aux autorités de jugement. Et c'est au niveau des autorités de jugement que nous aurons vraiment la procédure même. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que parce qu'il y a séparation des pouvoirs, que le gouvernement va croiser les bras et que mais le procureur de la République lui-même, même si le gouvernement ne le saisit pas, en tant que représentant du ministère public, lorsqu'il voit que ce qui se fait au vu au su de tout le monde, que ce n'est pas bon pour le peuple, il peut s'auto-saisir, vous le savez. Donc, le fait qu'on parle de la séparation des pouvoirs, il ne faut pas penser que c'est l'antagonisme des pouvoirs. Si la justice ne fait pas bien son travail, c'est que le législatif est mort, le législatif est mort, même le constitutionnel est mort. Donc, il y a une imbrication entre les institutions pour que le pouvoir soit pouvoir. En fait, c'est ça, comme ça, il faut comprendre. Tout en sachant que les fonctions ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas le président Patrice Talon qui va se substituer au juge d'instruction pour aller faire le jugement. Oui. C'est ça la séparation. D'accord. Est-ce que fondamentalement, tout ce qu'il y a comme débat autour de cette question de procédure, sur la justice, les uns qui tirent à boulet rouge sur la justice, est-ce que c'est pas pour maquiller un peu le fait de... C'est pas pour moi le désir que rien ne soit fait et qu'on tourne la page de tout ce qui s'est passé tranquillement, sans situer les responsabilités et qu'on fasse simplement comme avant? Je ne pense pas, parce que quand il y a procédure de justice, c'est que ça doit aller jusqu'au bout. Quand il y a une procédure pénale, la procédure pénale va jusqu'au bout, peu importe, enfin, quels que soient les avis des uns et des autres, la procédure, quand elle est entamée, elle va jusqu'au bout. Et au bout, soit on a un coupable, soit on a un innocent. Mais il faut partir du principe que tout le monde, toute personne mise en cause dans une affaire est à la base censée être sous la présomption d'innocence. Mais ça, personne ne l'a renié. Maintenant, par rapport à vos craintes que vous évoquez tout à l'heure, non, moi je ne le pense pas. Clairement, je ne pense pas. Vous ne pensez pas que tout ce qu'une certaine classe politique dit, certains observateurs à l'international, l'appareil de la justice. Non, c'est pas pour qu'on oublie tout ce qui est passé. Encore moins. Pardon. Et qu'on absout simplement et qu'on passe à autre chose comme d'habitude. Non, il n'y a pas de ça, parce que vous savez, quand il y a crise, quand il y a violence, quand il y a vandalisme, il faut situer les causes, il faut situer les responsabilités, il faut comprendre ce qui s'est passé. Je pense que ceux qui tirent à boulet rouge, comme vous le dites, leur première requête, c'est d'abord de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a causé tout cela, ces actes de vandalisme? C'est vrai, il faut séparer les manifestations censées être pacifiques des actes de vandalisme qui ont eu lieu ensuite. Mais à la base, quand on prend Madame Rekia Madougou, quand on prend le professeur Joël Aïvo, mais on les accuse de quoi? De terrorisme. Et aujourd'hui, le terrorisme, c'est de semer la terreur au sein d'une population, au sein des citoyens d'une république. Mais fondamentalement, dans la conscience collective, est-ce qu'on peut juger le professeur Aïvo comme étant un terroriste? Sans blague. Vous pensez que ça se juge comme ça? Est-ce que c'est un peu comme si vous me dites, on est au commissariat central,
vous avez des têtes bien faites. Hein. C'est comme si vous dites, vous avez un voleur devant vous et je vous dis, mais bon, lui, est-ce qu'il a une tête de voleur? Est-ce que ça tient, ce que vous dites? Non, je trouve qu'il faut séparer les choses. Le voleur, il est voleur. Le terroriste, il est terroriste. Oui. Écoutez, est-ce que ça se juge à la tête de la personne? Pas à la tête, mais aux actions, aux faits. Et je le soulignais en début, j'étais en train de dire, quand on prend ces personnes nommées, surnommées, est-ce que c'est vraiment véritablement des terroristes? Seul l'appareil judiciaire pourra nous situer clairement à la fin. Mais à la base, quand on fait des manifestations, quand on fait des appels à manifester pacifiquement, nous sommes dans une démocratie, n'est-ce pas? C'est le premier droit de tout citoyen, pouvoir manifester et dire librement ses opinions, comme ici, comme on est en train de le faire. Mais si, à la base de ce qu'on dit, on est tenu responsable pour du terrorisme, entre autres, je trouve que c'est très, 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 très fort. L'action est très forte et voilà quoi, ça sort du contexte. Et puis, j'espère surtout que l'appareil judiciaire va se rattraper parce que l'appareil judiciaire a les moyens, les capacités de rattraper ces erreurs. Le procureur spécial, le procureur de la République, il ne détient aucune science infuse. Comme il a dit, mon confrère, il se charge uniquement d'enquêter, de prendre, d'engager des poursuites à l'encontre d'une personne. C'est leur rôle et ça s'arrête là. Voilà. Ensuite, le juge d'instruction, il prendra le dossier à charge et il essaiera surtout de comprendre est-ce que ce dont on accuse les personnes X, Y, est-ce que c'est fondé? Est-ce que ça... Et c'est là où je dis, j'ai toujours confiance à la justice de ce pays parce que les juges d'instruction sont censés être impartial, entièrement impartial. Et moi, je me base sur ce principe pour dire que les jugements qui vont arriver, certainement vont me situer par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que Maître Robert Dossou n'avait pas plutôt intérêt, bon, on comprend, hein, on est dans un processus de communication et de défense des intérêts de ses clients. Est-ce que les arguments qu'il a publiés sur RFI, il n'aurait pas dû le garder pour le prétoire? Parce qu'on a toujours, il y a cette étiquette-là quand même. On l'a présenté comme ancien président de la Cour constitutionnelle, homme politique. Mais là, clairement, on devrait, s'il n'y avait pas conflit d'intérêt dans la présentation même, dans la forme même de ce que Maître Robert Dossou a pu dire sur RFI. Parce qu'il est avocat de deux mises en cause. Il y a vraiment conflit d'intérêt. Et Robert Dossou est à la fois dans son rôle d'avocat des gens qui sont présumés et en même temps dans la peau même d'un homme politique. Et quand vous écoutez son discours, vous savez que c'est des gens qui ont des positions claires par rapport au pouvoir en place. J'allais revenir sur Robert Dossou, mais quand vous me posez la question, je vais partir de lui d'abord, avant de répondre un peu. Vous savez, quand moi j'écoute Robert Dossou intervenir sur ces chaînes internationales, des fois je me dis que peut-être que le peuple peut-être le voit sous l'angle d'un avocat ou bien quelque chose, mais il est dans la politique. Et ce que Robert Dossou doit comprendre, c'est que il doit savoir, parce que lui-même il a été président de la Cour constitutionnelle dans ce pays. Et moi je me rappelle comment il a conduit le chaos. Parce que nous étions dans une position de l'opposition. Et non seulement on était de l'opposition, on était majoritaire à l'Assemblée nationale. Écoutez bien, nous on était majoritaire, l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale. Et nous avons voté à l'Assemblée nationale une loi d'abrogation sur le RENA pour empêcher qu'on aille aux élections avec la LEPI. Parce que la LEPI, sa confection avait des problèmes et le processus était arrêté. Parce qu'il fallait bien faire le recensement national approfondi pour avoir une LEPI fiable. Mais à toute attente, contre toute attente, en 2010,
pour ne pas dire vers 2011, le gouvernement a fait ressurgir ce dossier pour dire que c'est nécessairement avec la LEPI qu'il faut aller aux élections. Et là, ça a été une surprise pour tout le monde. Et on n'avait pas les moyens matériels, vu le temps qui reste, d'avoir une LEPI fiable. Et donc, par rapport à ça, l'opposition à l'Assemblée nationale, qui était majoritaire, a voté une loi d'abrogation du RENA pour empêcher donc que le processus de la LEPI se poursuive. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la loi devait subir le contrôle de constitutionnalité sous la cour de Robert Dossou, cette cour a, je ne sais pas, utilisé des arguments d'un peu partout en rendant une décision de 46 pages pour dire que il y a abus du législateur à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce qu'ils sont majoritaires qu'ils doivent arrêter le processus, parce que le processus, la réalisation de la LEPI est une avancée pour notre démocratie. Et c'est ça, il a dit. Mais tenez-vous bien, pour prononcer le chaos, la cour de Robert Dossou n'a pas été capable de dire le nombre d'inscrits. Allez relire la décision, c'est là. Le nombre, vous avez vu dans un pays, on n'a pas dit le nombre d'inscrits. Monsieur, vous pouvez aller relire la décision du chaos de 2011. Le nombre d'inscrits, là, on n'a pas dit. On a dit seulement le nombre de votants. Puisque c'était prévisible. Le jour de l'élection même, on inscrivait des gens dans des cahiers parallèles. J'ai vu. J'étais coordonnateur de l'Union fait la Nation. J'ai vu comme ça. Et donc, ça a été tout un mélange. Et bah, Robert Dossou a prononcé le chaos. Mais c'est parce qu'il y a eu des hommes. C'est parce qu'il y a eu Maître Adrien Humbedji. C'est parce qu'il y a eu Amoussou Bruno. C'est parce qu'il y a eu Idji Kolaoli. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont compris que il faut privilégier la paix au lieu de vandaliser le pays, au lieu de mettre le pays à feu et à sang, que on a fini. C'est vrai, Yahi Boni avait sorti les chars, tout ça là. Vous avez suivi pour dire que quiconque rentre dans la rue, qu'il verra la puissance de l'État, puisque la démocratie, que c'est la loi de la majorité. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on est en train d'appliquer la loi de la majorité. La majorité. Oui, c'est le président Yahi Boni qui a dit ça. C'est le président Yahi Boni qui a dit ça. Les textes qui sont querellés aujourd'hui, la révision de la Constitution qui sont querellés aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'Assemblée est monocolore, ceci. Non, c'est la loi de la majorité. Et donc, s'il y a violence aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont dans le cadre adverse aujourd'hui ne sont pas des hommes de paix. Donc, le professeur Robert Dossou, excusez-moi du peu, pour tout le respect que j'ai pour lui, est mal placé même pour tenir ce discours-là. Si vraiment lui-même, il se réfère à comment lui, il avait géré ce dossier dont je parle là. Aujourd'hui, on va sur l'échelle internationale, on parle comme si soi-même on n'est pas passé par là. Je crois que nous devons être sérieux dans ce pays. Parce que, pour une fois passé déjà, ça s'est passé pendant les législatives, et au nom de tout ce que vous dites là, au nom de la paix, au nom de la cohésion sociale, au nom du développement du pays, au nom de l'unité nationale, on a fini par voter une loi d'amnistie. Mais il se fait que ceux qui ont été amnistiés sont encore dans ce dossier-là. Donc, si on n'arrête pas la saignée, c'est qu'un jour, vous et moi, on ne sera plus capable même de venir sur ce plateau, puisque un seul individu peut prendre en otage tout un peuple. Monsieur Adoukonou, allez-y, vous avez le temps pour réagir. Allez-y, Amzat, pardon, allez-y. Alors, ce que mon confrère vient de dire, ce sont des paradoxes, ce ne sont pas des vérités. Et ça s'applique exactement à ce que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'il faut mettre le passé derrière soi.
et en même temps vous piochez, vous tirez sur le passé. Non, je ne trouve pas qu'on puisse faire des analyses sur non, cette base. puisque vous m'amenez On ne peut pas aller piocher des exemples. Oui, Écoutez, laissez-le. Vous m'avez amené à Monsieur Adoukonou, piocher des exemples. Monsieur Adoukonou, laissez-le. Maître Ouais, Robert mais Dossou, Vous allez réagir. Maître Robert Dossou, c'est vrai qu'il est aujourd'hui dans la posture de l'avocat qui défend ses clients. Oui, mais on ne le perçoit pas clairement. Alors, Oui. bien sûr, bon, aujourd'hui, si mon confrère réagit de la sorte, c'est surtout sous cette connotation de Maître Robert Dossou. Mais au-delà de ça, nous devons être objectifs dans nos jugements, nous devons être objectifs dans nos analyses. Et votre analyse, excusez-moi du peu, elle n'est pas du tout objective. Allez-y, développez la vôtre. Laissez-le. Dans le sens où piocher dans le passé, justement, ne peut pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez parlé de majorité et tout ça, mais aujourd'hui, quand on parle du principe démocratique au Bénin, est-ce qu'il existe une majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il existe une minorité? Ça n'existe pas. C'est bien unicolore. C'est vrai, c'est le jeu de la démocratie. Il se peut que justement durant ce jeu démocratique, il y ait des tendances unicolores dans les assemblées et tout ça. C'est déjà arrivé dans d'autres pays. Mais Même ici, au on ne Bénin. doit pas s'en réjouir. C'est un recul net de notre démocratie. Se réjouir de ça, c'est pas être objectif. C'est ce que je soulignais. On espère en tout cas, en tant que critique, en tant qu'analyste, j'espère que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, tous les deux ensemble vont pouvoir se rattraper dans le court terme. Et se rattraper reviendrait à quoi? Reviendrait à situer les responsabilités justement, que à côté de la situation, enfin, si on situe les responsabilités, après les avoir situées justement, il faudrait certainement convoquer des assises, parce que quand il y a un problème, monsieur, vous pensez qu'on peut régler un problème si on ne le pose pas et qu'on ne mette pas tout le monde autour de la table? Chez nous en Afrique, c'est comme ça les choses se passent. Il faut mettre tout le monde autour de la table, discuter et ne surtout pas prendre parti, faire en sorte de comprendre ce qui s'est passé. Et à la base de ces explications, tirer des conséquences. Aujourd'hui, nous avons eu 3 successions d'élections, 2019, 2020, 2021. Et voilà, c'est dans les têtes. Aujourd'hui, on se dit, finalement, le Béninois, il est abonné à la violence électorale. C'est pas du tout l'image qu'on doit avoir du Bénin, de la démocratie béninoise. Et je suis sûr, le président Talon, quand il se réveille tous les matins, il se dit, est-ce que je prends les bonnes décisions? Il se pose ces questions. J'en suis certain. Est-ce que je prends les bonnes décisions? Bon, et c'est en se posant Comme tous les leaders. Comme tous les leaders, en se posant cette question tous les matins quand il se lève au chevet de son lit, eh bien, qui pourra se dire, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau du social, du volet social, du volet économique, il reste beaucoup de choses à faire. Je le disais, le boulevard, il est énorme, il est grand, il est vaste, le chantier, il est vaste. Mais au-delà de tout ça, nous ne devons pas faire des accusations gratuites, encore moins envers des personnes comme Maître Robert Dossou, qui sont des références en matière de droit. Ils sont véritablement des références. C'est vrai, aujourd'hui, politiquement, on peut les attaquer et tout ça, mais on doit rester objectif. La ligne de l'objectivité est la meilleure ligne possible, que ce soit dans une démocratie et même dans un régime qui n'est pas près de la démocratie. Voilà. On va sortir de ce débat. Comment vous voyez la suite on a cru comprendre qu'il y a encore des procédures en cours, que tout ce qui l'État est encore dans un processus de recherche des personnes ayant peu ou prou eu maille à partie avec tout ce qu'on a connu précédemment. Comment vous voyez la suite de tout cela? Non, moi je crois que, au fait, nous allons laisser la justice faire son travail. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que il faut amnistier encore, il faut laisser les gens. Moi personnellement, je n'en fais pas partie. Parce que... Vous ne voulez plus de loi d'amnistie? Non, moi je n'en veux plus. Ça c'est mon avis personnel. Je suis de ceux qui pensent que il faut rendre maintenant les gens responsables devant leurs actes. Parce que les actes dont on parle ne sont pas des actes simples. C'est des actes qui défient l'autorité de l'État. Lorsque un citoyen, un civil, peut prendre le fusil et tirer sur un militaire, et sur un homme, et assermenter un militaire, mais vous pensez qu'avec ça, ça peut aller?
Ça ne peut pas aller, puisque nous tous, notre sécurité en dépend. Et donc, il faut que ceux-là puissent répondre pour servir d'exemple à d'autres que l'autorité de l'État demeure l'autorité de l'État et que eux-mêmes leur survie en dépend. Si ça doit continuer comme ça veut dire que les populations de ces régions vont vivre toujours dans la peur. Alors qu'en réalité, lorsque on indexe ces localités, c'est une fuite de l'esprit. Je vais vous dire que ce ne sont pas les gens de Savé, ni de Panté, ni de Tchaourou qui sont en affront avec l'État. Il s'agit des individus qui ont été préparés par ceux qui disent que le mandat finit le 5 avril, par ceux qui disent que les élections n'auront pas lieu, par ceux qui sont dans l'ombre et qui complotent contre l'État. Il s'agit de ces gens. Il ne s'agit pas des Béninois de ces régions. Et donc, il faut que ces individus répondent devant la loi pour que nous puissions avoir un rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones. Merci, M. Aloukonou. Abdoulaye Hamzat, pour terminer. La suite. Oui. Je ne suis pas forcément pour ce qu'il dit, mais il y a une certaine logique dans ce que mon confrère vient de dire. Mais au-delà de cela, il faudrait partir sur de nouvelles bases. Les nouvelles bases, c'est faire en sorte que la justice, c'est d'ailleurs rappeler à tous les magistrats de l'appareil judiciaire que leur rôle est surtout d'être neutre, quels que soient les dossiers. On doit commencer par là, sur ce principe de neutralité des magistrats. Leur rappeler qu'ils sont censés ne pas prendre position. Ils sont censés surtout faire leur travail sans une connotation politique, sans une influence de l'extérieur. Je pense que ça, ils le savent. Est-ce que dans les faits, c'est ce qui se fait? C'est leur métier. C'est leur métier, mais moi, je parle des faits. Okay. Il y a ce qu'on dit et il y a les faits. Et par rapport à la suite, justement, l'appareil de l'État... Si vous êtes juge d'instruction... Non, si vous êtes juge d'instruction... Je ne suis pas. Allez, et nous sommes il nous reste quelques secondes. Oui. J'allais dire justement que pour finir, l'appareil de l'État doit pouvoir prendre des mesures fortes. Des mesures fortes dans le sens où il faut rétablir le climat. Aujourd'hui, le climat, il est délétère. Les gens ne sont pas en confiance. Les Béninois dont vous avez parlé tout à l'heure, ils ont peur. Et le climat de la peur, ça ne véhicule rien de bon. Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas des Béninois. Je suis désolé, mais tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin sont des Béninois. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ce ne sont pas dire que c'est la ville de Béninois. Je n'indexe aucune ville, mais je le répète, avant qu'il y ait manifestation, avant qu'il y ait une violence, avant qu'il y ait une révolution, que ce soit même dans les contrées arabes qu'on a vu récemment, il y a toujours une cause, il y a toujours une bûchette d'allumettes qui met le feu. Voilà. Donc il faudrait que l'appareil gouvernemental remonte aux causes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et pour remonter aux causes, il faut mettre tout le monde autour d'une table. Et mettre tout le monde autour d'une table, c'est pas forcément les mettre dans une géole ou dans une cellule de prison. C'est pas du tout ça. Voilà. Mais il faudrait partir sur une base saine, j'allais dire, équitable, pour que tout le monde soit satisfait. Parce que à la fin, c'est bien sûr le peuple béninois qui va juger. D'accord. Restaurer la confiance, hein, comme dirait l'autre, restaurer la confiance. Mais dans le bon sens cette fois-ci. Ah oui. Bon, parce que vous pensez que restaurer la confiance de René Gossa et de Coroué, c'était pas dans le bon sens. Il faut rétablir la confiance cette fois-ci dans le bon sens. Bon, voilà, merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Merci Antoine Aloukonou, merci Abdoulaye Hamzat. Je pense que vous allez continuer le débat du juge d'instruction dans les coulisses. Le duel de ce dimanche, c'est politique, c'est désormais du passé. À notre suite, vous allez suivre l'hebdo des éditorialistes avec Théodule Moussa et ses invités.